Donc là, on attaque la dernière ligne droite de ce summit avec la roadmap. Donc on vous en a parlé, on a encore des petites choses dans les cartons, dont notamment le nouveau webmail, dont Mehdi s'est occupé et qui va vous présenter en détail. Et il y aura un autre point roadmap avec d'autres éléments juste après. Et ensuite, ce sera la clôture de cette journée. Donc on est dans les temps, donc moi je suis ravie. Je crois que tout le monde est à peu près là, donc Mehdi, tu peux y aller. C'est parti. Elle vous a dit qu'on est dans les temps, plus tout à fait. Du coup, je vais devoir enlever la partie que vous attendiez certainement tous, à savoir mon numéro de claquette à la fin. Je suis navré. Mais je vais quand même vous présenter le nouveau webmail et notamment l'intégration d'une stratégie UX globale à Bluemind en partant de ce développement du nouveau webmail. Alors un nouveau webmail, si vous nous connaissez depuis quelques temps, on en parle depuis pas mal de temps, donc c'est pas une surprise pour vous. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on réfléchit à modifier le webmail qu'on a actuellement, qui est un webmail qui est basé sur Runecube, un webmail libre fait en PHP. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer ce webmail, de repartir d'une feuille vierge pour redévelopper tout ça depuis zéro? Il faut savoir que le webmail, c'est l'application de référence quand on parle d'application web. Les personnes qui viennent nous voir lorsqu'elles viennent nous parler de l'agenda pour nous demander de nouvelles fonctionnalités, pour nous décrire des fonctionnements, les contacts, les tâches, elles ne nous parlent pas de l'agenda, elles nous parlent du webmail, comme si c'était le mot pour l'ensemble des applications web. Ça va être vraiment l'application qu'ils ont ouvert en permanence sur leur bureau pour pouvoir consulter leur mail. Du coup, ça va être également celle-là qui va servir de référence pour les utilisateurs pour savoir est-ce que Bluemind, leurs applications web, elles sont réactives? Est-ce qu'elles marchent bien? Est-ce qu'elles correspondent? Je me fais attaquer par des ouvre-bouteilles. Est-ce qu'elles correspondent à leurs besoins utilisateurs? Ça va être vraiment le point d'entrée des utilisateurs et l'application qu'ils vont utiliser en permanence. En plus, on avait depuis pas mal de temps un certain nombre de fonctionnalités structurantes qu'on voulait venir ajouter dans le webmail, à savoir notamment le mode déconnecté, qui est déjà présent dans la partie agenda, qui est déjà présent dans la partie contact, dans la partie tâches, qu'on n'avait pas dans le webmail et qu'on voulait absolument rajouter. Également le chiffrement des messages. Et tout ça, tout en gardant un peu cette philosophie d'éditeur qu'on a chez Bluemind, d'essayer de faire les choses bien et d'avoir vraiment l'utilisateur au centre de toutes nos préoccupations. Et notamment de répondre à des besoins de navigation mobile, par exemple, et puis d'une ergonomie qui est améliorée. Si vous avez déjà utilisé notre webmail, vous savez un peu qu'on a quelques petits problèmes, notamment sur les créations de dossiers, hein, on a souvent ce retour-là. On avait tout un tas de choses qu'on voulait vraiment améliorer, apporter de grosses améliorations d'ergonomie. Et du coup, on a décidé de partir d'une feuille vierge pour vraiment apporter toutes ces améliorations-là dans un nouveau webmail avec une stack technologique qui soit cohérente avec tout le reste de Bluemind. Et encore une fois, on parle de métier de Bluemind, c'est le métier d'éditeur. C'est-à-dire concevoir les choses pour qu'elles soient bien faites, qu'elles puissent durer, qu'elles puissent être entretenues par les nouvelles personnes qui vont intégrer nos équipes, et qu'elles soient cohérentes entre elles, c'est-à-dire cohérentes sur l'ensemble de nos applications. Ne pas avoir des comportements sur le webmail qui vont être différents de l'agenda, ne pas avoir des polices, des couleurs, ou même des éléments graphiques qui ne se comportent pas pareil entre les applications. Et pour ça, on a mis en place une stratégie UX globale. UX, ça veut dire expérience utilisateur, c'est un mot qu'on retrouve souvent. Je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un peu vite sur ces sujets-là. Et ensuite, je vais vous faire une petite présentation de ce nouveau webmail avec une prévisualisation, les fonctionnalités et quelques captures de ce qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience utilisateur dont on vous parle si souvent? L'expérience utilisateur, ce n'est pas la même chose que le design. Si on regarde un peu cette photo-là, qui remontre un peu bien la différence entre les deux, le design, c'est cette jolie route-là qui a été construite et qui ne correspond pas du tout à l'endroit par lequel passent les personnes. L'expérience utilisateur, c'est ça. C'est prendre en compte ce que veulent faire les utilisateurs pour pouvoir adapter le logiciel à ce besoin-là. Et du coup, prendre cette route-là et plutôt venir la dessiner ici. Donc, voilà un petit schéma qui essaye d'expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que l'UX. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, vous pourrez le consulter un peu plus en détail quand vous verrez les slides chez vous, mais voilà, c'est venir créer avec l'utilisateur une relation de confiance pour que l'utilisateur ait confiance dans son logiciel, que ce soit ergonomique, que ce soit adapté à tous ses besoins et surtout toutes ses contraintes.
que ce soit la mobilité, que ce soit l'accessibilité pour les handicaps ou les défaillances visuelles, et surtout une cohérence au niveau de l'ensemble de l'application, qu'un utilisateur qui passe d'un endroit ou un autre de l'application, eh ben, il s'y retrouve. Et c'est tout ça qu'on a mis en place dans Bluemind en intégrant l'UX dans chaque étape de notre produit. C'est-à-dire que l'UX, on ne vient pas le mettre au début ou à la fin du développement, on ne vient pas faire des maquettes et dire voilà, c'est comme ça qu'on va intégrer les choses, maintenant on passe tout au développement et on verra ce qui arrive au bout. C'est vraiment, dans chaque étape du produit, venir assister le développement, les validations, les spécifications, pour que ça corresponde vraiment à une stratégie globale. Donc chez Bluemind, cette stratégie, elle s'est déclinée en 2 grands chantiers. La première, ça a été de mettre en place un référentiel commun qui va regrouper toutes les bases de connaissances, toute la stratégie et tous les composants qu'on va utiliser dans Bluemind pour qu'ils soient diffusés sur l'ensemble du produit. Et la deuxième, ça a été de l'intégrer à la méthode que vous avez un peu décrit Dominique tout à l'heure, qui est cette méthode de développement agile qu'on a en interne dans la rédaction des spécifications, dans la réalisation des maquettes, et dans la phase de validation des développements. Alors le Style Guide, voilà, c'est vraiment le référentiel commun de notre stratégie UX pour tout Bluemind. Par exemple, on va avoir le Product Owner, donc Pierre Baudraco par exemple, qui définit la stratégie de notre produit. Il va venir décrire cette stratégie au niveau de ce référentiel commun et il va y mettre vraiment la substantifique moelle pour que tout le monde puisse la connaître. Le marketing va venir y donner quelle est l'image de l'entreprise qui doit être véhiculée par notre logiciel. Quelles sont les couleurs, quel est le logotype, l'iconographie de l'entreprise, du logiciel, pardon. Et ensuite, vous allez avoir les développeurs, le designer et la qualité qui vont venir consommer ces informations sous diverses formes. Je vais vous montrer ça de manière un peu plus concrète pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, voilà à quoi ressemble le Style Guide de Bluemind, qui est disponible sur le Bluemind Hall, qui va être mis de manière publique un peu plus tard. Voilà, comme vous voyez sur la gauche de l'écran, vous avez eu ici une première partie que j'ai passée un peu rapidement, qui était une bibliothèque de composants, et une deuxième partie ici, qui vient décrire vraiment les grandes notions du X du logiciel. Donc, par exemple, ici, on est sur l'écran qui va venir décrire la navigation partout dans notre logiciel. On va avoir ici les grands principes, la consistance, la scalabilité, l'accessibilité ici, avec quelques phrases qui vont décrire ça de manière concise, et ensuite des références pour venir prendre ça un peu plus en détail. D'autres sujets, le layout par exemple, comment on doit réfléchir à une vue, toute la manière dont on doit parler aux utilisateurs, les différentes couleurs qui vont être utilisées dans notre logiciel, toutes les ressources et tous les icônes qu'on va venir utiliser dans notre logiciel. Donc cette partie-là, ça va vraiment venir décrire au designer comment il doit réaliser ses maquettes, comment il doit concevoir les interactions de l'utilisateur avec le logiciel Bluemind dans les prochaines fonctionnalités. Et à côté de ça, au-dessus, vous avez vraiment les composants qui vont être utilisés par les développeurs pour venir réaliser les maquettes qui ont été dessinées par les designers. Donc là, par exemple, on voit ce qu'on appelle un chip qui va être utilisé directement, pris depuis ce Style Guide, et être utilisé tel quel dans le code, avec même les exemples de code pour le développeur, pour vraiment pas qu'il se trompe sur comment s'en servir. Donc le deuxième chantier, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça a été, une fois que ce Style Guide a été mis en place, d'intégrer toutes ces notions un peu abstraites qui ont été discutées dans notre processus de développement. Alors le processus de développement, encore une fois, on l'a vu rapidement avec Dominique, il y a 4 grandes étapes pour ce qui concerne vraiment nous à la R&D. Ça va être la rédaction des spécifications fonctionnelles qui vont être faites par le Product Owner, Pierre Baudraco, Pierre Carlier, ou une personne déléguée qu'on appelle le Feature Owner. La rédaction des maquettes et des spécifications UX,
Alors qu'est-ce que c'est une spécification UX? Ça va être au-delà de juste un dessin, d'essayer de décrire comment on va interagir avec le logiciel, comment l'utilisateur va se comporter lorsqu'il va venir utiliser le logiciel. Ça peut être aussi la navigation au clavier, comment elle va se passer. Alors pour la réalisation des maquettes, on va utiliser un autre logiciel que je vais vous décrire juste après, qui s'appelle Figma, qui, au-delà de permettre de diffuser ces maquettes, nous permet également d'y travailler de manière collaborative. Donc ensuite, au niveau du développement et au niveau de la QA, encore une fois, la prise en compte de toutes ces notions du UX pour venir valider le fait que les développements qui ont été réalisés ici soient bien en conformité avec les spécifications qui ont été faites ici. Encore une fois, pour vous parler de choses un peu plus concrètes, je vais vous montrer une petite vidéo de comment se passent justement toutes ces étapes-là dans le processus de Bluemind. Donc voilà, ici vous êtes sur un logiciel que ceux qui travaillent avec nous connaissent peut-être, qui s'appelle Jira, qui nous sert également pour suivre tous les aspects bugs et support de notre logiciel. C'est également là-dedans qu'on vient décrire les fonctionnalités qui vont être rajoutées. Donc là, on est sur une fonctionnalité assez simple. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir distinguer 3 types de destinataires qui auraient pu être simples. Excusez-moi. Allez. Donc ça correspond en gros à dire quels sont les destinataires d'un mail. Donc ici, ça devrait être Pierre Baudraco qui les a remplis, ou peut-être Pierre Carlier. Il est venu décrire tout ce qu'il veut voir apparaître dans cette fonctionnalité quand on veut écrire un mail à plusieurs destinataires. C'est une fonctionnalité assez simple, mais vous voyez déjà, ça fait énormément de choses à décrire. Ici par exemple, c'est comment doit se comporter le logiciel lorsqu'il y a une erreur. Un peu plus bas, ça va être par exemple comment est-ce que je vais naviguer dans les différents champs, tous les sujets d'accessibilité. Et une fois que ces spécifications fonctionnelles sont faites, il va passer la main au designer qui va venir réaliser pour chacun de ces points une maquette dans le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Figma, pour venir faire des dessins, parce que ce sont vraiment des dessins, de comment doit se comporter la fonctionnalité. Donc vous voyez, pour une toute petite fonctionnalité comme celle-là, on va avoir déjà tout un tas de maquettes qui sont réalisées pour vraiment être sûr que le rendu à la fin corresponde exactement à ce qu'on voulait avoir. Donc là, voilà, là c'est l'usage classique. Vous voyez que dans le logiciel, il me donne déjà des indications pour le développeur pour savoir au niveau du code qu'est-ce qu'il doit prendre en paramètre pour pouvoir réaliser ça au plus proche de ce qui a été décidé au niveau design. Et vous voyez qu'on retrouve ici également la maquette pour comment se comporter lorsqu'il y a une saisie incorrecte d'un email. Vous constatez aussi tout en haut là-bas qu'il y a ma petite photo qui est intégrée. Si on est plusieurs à travailler là-dessus, que ce soit en lecture ou en écriture, on va pouvoir venir travailler de manière collaborative sur le sujet. Et une fois que ces maquettes ont été réalisées, si jamais le composant qu'on veut utiliser est un composant qui est générique, c'est-à-dire qui peut être réutilisé par plusieurs utilisateurs, décidément je pense que les vidéos sur ça ne va pas être mon fort aujourd'hui. On va venir intégrer ce widget en code dans le style guide. La vidéo a planté, je suis désolé. Dans le style guide qu'on a vu tout à l'heure, le widget qu'on a créé, là, cette espèce de petit champ destinataire, on vient le mettre dans le style guide pour qu'il puisse être réutilisé par tout le monde. Super. Donc j'espère que la vidéo du webmail va un peu mieux marcher. Du coup, je vais vous montrer un peu comment c'est. Du coup, par exemple, ce petit widget a été intégré dans le webmail et du coup aussi en profiter pour vous montrer une prévisualisation du webmail tel qu'il est maintenant. Donc voilà un peu la prévisualisation de ce nouveau webmail. Donc on est vraiment là sur le webmail live tel qu'il est. Donc ce ne sont pas des maquettes, c'est vraiment le webmail tel qu'il fonctionne. Déjà on voit qu'on a revu entièrement le bandeau pour y venir le mettre un peu aux couleurs de Bluemind tel qu'il est maintenant. Y mettre une iconographie beaucoup plus reconnaissable
pour que vraiment on se retrouve dans le logiciel, on sait où on est, on sait dans quel logiciel on est. Donc ce sont vraiment des couleurs spécifiques, des icônes spécifiques, ce système d'avatar là qu'on va retrouver un peu partout dans BlueMind qui va être facilement reconnaissable. Donc on est passé sur une prévisualisation en 3 panneaux. C'est une prévisualisation qui est maintenant classique, qui colle avec les habitudes des utilisateurs sur les webmails. On a vraiment essayé d'étudier qu'est-ce qui était fait par les différentes solutions du marché, les solutions les plus modernes sur le marché. On a essayé vraiment d'en extraire les meilleurs aspects et de venir travailler sur les points de détail pour encore améliorer les expériences utilisateurs, pour vraiment offrir ce qui se fait de mieux sur l'utilisation d'un webmail aujourd'hui avec les technologies actuelles. Vous voyez ici par exemple que lorsqu'on n'a rien de sélectionné, on vient nous présenter un petit écran sur lequel on va nous proposer quelques actions qui paraissent pertinentes lorsqu'on n'a pas de mail sélectionné. Je viens écrire un nouveau message, je viens afficher le premier message non lu, je viens afficher l'ensemble de mes brouillons pour reprendre l'édition d'un brouillon. Donc, par exemple, je vais aller afficher le premier message non lu. Voilà, parfait, c'est le BlueMind Submit, c'est maintenant. Alors voilà, toute la récupération des messages, tout le traitement des mails se fait via les mêmes API, les mêmes chemins de code que ceux qui sont utilisés par Outlook lorsqu'il discute avec BlueMind. Donc on est vraiment sur la consommation de ces API dont vous a un peu parlé Thomas ce matin dans le webmail, avec toutes les fonctionnalités que ça apporte. Donc on voit ici voilà, les systèmes de pièces jointes qui s'affichent ici. Encore une fois, on retrouve cet avatar qui va permettre d'avoir accès ensuite à toutes les informations du contact. On a ici une barre d'action qui est propre au message avec encore une fois une iconographie qui a été réalisée pour BlueMind. On a refait tous nos icônes de manière spécifique pour qu'ils répondent à une iconographie particulière pour que lorsqu'on voit ces icônes, l'utilisateur sache directement qu'il est sur BlueMind. Voilà. On va avoir une autre barre d'action qui va se trouver au plus proche du mail ici, au survol, donc sur lequel on a par exemple marqué comme lu, marqué comme non lu. On va imaginer d'autres actions qui peuvent se faire depuis la liste, comme les réponses rapides, comme les marquer comme suivi, tout un tas de petites actions rapides qui peuvent se faire directement au survol du mail. On va avoir une dernière barre d'action qui se trouve là-haut, qui va s'appliquer sur l'ensemble de la sélection des messages qui sont là, qui vont être des actions qui vont être plus globales, déplacer tout un tas de messages. On va avoir une barre de recherche qui va proposer une aide pour les recherches complexes, qui va être toujours multidossier comme elle l'était avant, qui va permettre d'aider sur la recherche par date avec des aides à l'autocomplétion. Et ici, on va venir cliquer sur Nouveau message pour retrouver la fonctionnalité dont on a parlé tout à l'heure, à peu près. Voilà, on retrouve du coup notre widget qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on a regardé un peu les spécifications sur je veux adresser mon mail à plusieurs destinataires différents avec exactement les mêmes rendus, avec quand je me trompe de la même manière le widget qui affiche une erreur sur l'adresse mail. Non, là ça a planté. Décidément, c'était peut-être pas une bonne idée de passer sur ton Mac, Tom. Je vais rester fidèle à Linux, hein, je pense. Voilà, sur la gauche, on va voir voilà, la liste des dossiers sous forme arborescente, de manière assez classique, avec les messages non lus. Ici, juste, je m'arrête sur la outbox importante, la outbox. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a d'important, ce dossier? Eh bien, en fait, c'est ça qui, par exemple, va vous permettre, lorsque vous êtes en offline, de pouvoir envoyer des mails comme si vous étiez online. Vous envoyez votre mail, il vient se stocker dans votre outbox. Le logiciel va en permanence attendre qu'il retrouve la connexion. Et dès qu'il retrouve la connexion, il va venir vider la outbox pour venir envoyer les messages. Donc voilà, après, comportement comme ça. Avec une arborescence qui est sous les boîtes aux lettres. Si vous avez plusieurs boîtes aux lettres, vous allez avoir votre arborescence qui va se décliner en autant de boîtes aux lettres partagées que vous allez avoir. On a un peu parlé de la navigation mobile. J'espère que ça ne va pas faire planter encore la vidéo. Donc on voit que la vue va bien s'adapter au redimensionnement de l'écran. Donc là, on va passer par exemple sur la visualisation sur un petit ordinateur ou sur une grosse tablette. Voilà, on voit que l'interface change complètement. On voit que la barre de dossiers a été remplacée par juste des icônes. En fait, ce sont les dossiers favoris qui sont facilement reconnaissables via une iconographie. Après, on pourra toujours afficher la barre complète
via un bouton d'action spécifique. Voilà, comme ça. On va venir encore redimensionner un peu cet écran pour rendre ça plus petit, par exemple sur un affichage tablette. Là, voilà, on voit encore une autre vue dans laquelle voilà, le bouton nouveau a été transformé pour quelque chose de plus petit. Ce petit bouton qui permet d'afficher le menu. Et encore plus petit pour arriver jusqu'au format le plus petit, c'est-à-dire celui des smartphones, où là, on n'a plus que la vue des mails et que du coup, lorsqu'on a cliqué sur un mail, ça va venir être remplacé par le contenu du mail et toujours ce burger menu qui vous permet d'afficher la liste des dossiers. C'est ça. Alors voilà quelques captures d'écran supplémentaires de fonctionnalités que je ne vous ai pas présentées, certaines tout simplement parce que elles sont encore en cours de développement ou de validation, d'autres parce qu'on a encore des choix graphiques qui doivent être précisés dessus. Là par exemple, ça va être la sélection multiple, avec la mise en exergue des actions qui sont pertinentes sur les mails qui ont été sélectionnés, voilà, qui vont être présentées de manière bien visible pour l'utilisateur. L'autocomplétion, avec ici la distinction des utilisateurs qui viennent de l'annuaire, ou les groupes qui viennent de l'annuaire, de ceux qui viennent de carnets d'adresses qui sont personnels. On voit ici également qu'il est possible d'éditer plusieurs brouillons en parallèle. La réponse à un message, on voit que ici par exemple l'ancien message est toujours présent ici. Lorsqu'on va venir cliquer sur ce bouton-là, il va y avoir l'ancien message qui va se dérouler, mais sinon il est caché à l'interface pour que ce soit plus simple pour l'utilisateur de ne pas se mélanger avec l'ancien mail. Et du coup, les écrans supplémentaires de navigation mobile qui répondent encore une fois aux habitudes de l'utilisateur, tout en reprenant les spécificités un peu de Moonline. Je vous ai parlé des icônes tout à l'heure qui ont été vraiment réalisées spécifiquement pour un peu retrouver que l'utilisateur se retrouve à l'aise sur le logiciel. Il sait qu'il est dans Bluemind. Et qu'il n'est pas sur une autre boîte aux lettres, par exemple sa boîte aux lettres de son compte personnel mobile. En termes de fonctionnalité, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce que nous avons voulu le plus développer, c'est que le webmail est vraiment au centre de toutes les applications web de Bluemind. Et on a voulu vraiment travailler sur toutes les interactions qu'on va avoir avec les autres applications. Lorsqu'on va avoir une invitation, souvent on va la recevoir depuis le webmail, on va voir le mail arriver depuis le webmail. On va vouloir voir est-ce qu'à ce créneau-là, on est disponible ou pas directement depuis le webmail, sans avoir à passer sur l'agenda pour le vérifier. De même pour les contacts, on va vouloir voir peut-être plus d'infos sur le contact lorsqu'on va consulter un mail, directement depuis le mail, savoir quel est le numéro de téléphone de cette personne, pouvoir l'appeler depuis cet endroit-là, savoir s'il nous avait déjà écrit des mails précédemment et lesquels, à quel sujet. Le présentiel, lorsqu'on est couplé avec des solutions, par exemple, de chat, savoir est-ce que l'utilisateur qui nous a envoyé un mail est présent, pouvoir constater directement depuis son logo, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est actuellement connecté, créer des rappels depuis un mail, je veux directement depuis ce mail avoir un rappel automatique pour me dire « Ah, tu as oublié de répondre à ce mail, il va falloir que tu t'en occupes », transformer un mail en tâche. Toutes ces actions-là qui sont au quotidien extrêmement utiles pour l'utilisateur, qui demandent à l'utilisateur de passer par le mail, toutes ces actions qu'on a voulu rendre beaucoup plus simples depuis notre nouveau webmail. Donc vraiment augmenter les interactions entre le webmail et les autres applications. Et ensuite, tout un tas d'autres fonctionnalités qui ne viennent pas là des interactions avec le webmail, avec notamment l'accessibilité, qui est un point sur lequel on a énormément travaillé pour ce nouveau webmail, avec vraiment dans chaque fonctionnalité, comme vous l'avez vu un peu tout à l'heure, la prise en compte de la navigation clavier, de quelles sont les indications qui sont non écrites, non visibles à l'écran, à vraiment travailler sur ces points-là. La navigation hors ligne, très important pour deux sujets. Petit 1 pour les sujets de problématiques de connectivité, mais aussi parce que le fait d'avoir une application web en ligne, ça veut dire que cette application web aura la même réactivité qu'un client lourd. Elle ne sera pas obligée d'interroger le serveur en permanence pour avoir des informations. Et du coup, ça va permettre une très forte réactivité de l'application. Le chiffrement des messages, la navigation mobile, les mail tips, Thomas vous en a parlé un peu, c'est avant d'envoyer un mail, savoir que la personne à qui on est en train d'envoyer le mail est déjà over quota et que ça ne sert à rien de lui envoyer ce mail parce qu'il ne le recevra pas. Voilà. Je vous remercie. J'espère que j'ai été assez clair. Et si vous avez des questions, je vous écoute.
Juste une question du coup par rapport au fait que le nouveau webmail est responsive, il n'y aura plus besoin de faire de synchronisation par l'ajout d'un compte sur les smartphones par exemple? Alors, il n'y aura Active plus Sync ou- besoin, ça va dépendre vraiment de votre stratégie. Dans l'idée, oui, le webmail va vous permettre d'utiliser cet aspect-là directement depuis le téléphone. Par contre, ce que vous n'allez pas avoir et que vous avez sur les applications EAS, ça va être l'utilisation de toutes les fonctionnalités du téléphone, notamment les notifications. Lorsque vous allez être sur le webmail, les notifications, vous avez un nouveau message, ne seront pas présentes. Alors, on est en train de réfléchir parce que les technologies qu'on utilise dans ce nouveau webmail sont compatibles avec ce qu'on appelle les progressive web apps. C'est le fait de pouvoir installer une application web comme celle-là directement sur le téléphone via le menu de votre navigateur et du coup de pouvoir bénéficier de ça. Du coup, quand on aura ça, en effet, on pourra se poser la question, est-ce qu'il y a encore un intérêt à garder ActiveSync ou pas? Mais encore une fois, dans ActiveSync, vous avez encore d'autres sujets, comme par exemple la maîtrise des données qui sont sur le mobile. Vous pouvez détruire les données sur le mobile depuis l'administration ActiveSync, ce qui n'est pas possible avec une Progressive Web App. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités supplémentaires dans ActiveSync qu'on ne pourra pas proposer là-dessus. Ça va être vraiment un complément en fait. Oui, une fonctionnalité du webmail sur laquelle il y a beaucoup d'attentes, c'est la partie contact. Ouais. Est-ce que, par exemple, on a enfin la sélection de plusieurs contacts en même temps pour pouvoir les supprimer, pour pouvoir les déplacer, d'une part, et d'une autre part, quand vous parlez du chiffrement, on a un exemple très évolué, c'est ProtonMail, le service web hébergé en Suisse. À mon sens, ProtonMail échoue complètement dans sa tâche, au sens où le chiffrement, techniquement, c'est très bien, mais là où il est efficace, c'est quand les utilisateurs savent s'en servir. Et du coup, est-ce que vous avez modifié toujours par rapport à l'application Contact? La principale notion que les utilisateurs doivent comprendre, c'est le principe de clé privée, clé publique, et donc avoir dans le carnet d'adresses bien en exergue, en fait, quelle est la clé publique du correspondant, est-elle à jour, révoquée, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment pris en compte? Alors d'abord, du coup, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous avez parlé de webmail alors que vous m'avez parlé d'une fonctionnalité qui est dans l'application Contact. Donc c'était vraiment ça, c'est l'application de référence. Alors là, on a parlé vraiment du webmail. Dans la suite de la refonte de ce webmail, on va venir refondre également les applications en termes UX, les applications Contact et Agenda. Et en effet, la sélection multiple des contacts, eh bien ça c'est vraiment la fonctionnalité dont on nous parle sans arrêt sur la Contact. Donc ça va être vraiment notre priorité. Pareil, le dédoublonnage des contacts de manière graphique pour pouvoir venir merger différents contacts entre eux. Pour l'aspect chiffrement et donc les clés, Thomas va vous en parler aussi un petit peu tout à l'heure. Mais oui, on va au niveau de la fiche contact, on va avoir les informations sur sa clé et vraiment avoir le plus d'informations possible pour que ce soit simple à utiliser et à garder fonctionnel. Parce que voilà, ce problème de gestion des clés, c'est vraiment l'aspect qui rend l'aspect chiffrement très difficile à utiliser pour les utilisateurs finaux. D'autres questions peut-être? Déjà, bravo pour Merci. le travail. Par contre, d'accord, là, il y a le webmail. Vous avez parlé de la partie agenda et contact qui allait être refondue. Mais est-ce que ça sera livré en même temps pour plus de cohérence ou au fil de l'eau dans différentes versions de Bluemind? Alors ce sera au fil de l'eau dans différentes versions de Bluemind. L'idée vraiment c'est d'essayer d'amener le webmail au cours de la vie de la 4. Donc là, notre objectif en termes de planning pour l'aspect webmail, donc je ne parle pas de l'aspect contact et l'aspect agenda, ça va être de venir le mettre en production chez nous d'ici septembre et en même temps de venir commencer à le publier sur des canaux, on va dire plutôt bêta, pour avoir des retours utilisateurs et ensuite venir finaliser les fonctionnalités plus complexes ou d'utilisation un peu plus poussée en même temps qu'on prend les retours des utilisateurs qui l'ont utilisé en parallèle du webmail actuel, pour pouvoir venir délivrer ce webmail nouvelle version. Donc ça, ce sera au cours de la vie de la 4. Et en fait, l'idée, ça va être que la refonte de contact et agenda vont venir en suivant, sachant que
Ces deux chantiers vont être moins volumineux que celui du webmail parce que là, vraiment, le webmail, on part d'une feuille vierge, ce qui n'est pas le cas de l'agenda où ça va être vraiment des refontes UX sur lesquelles on a déjà un socle qui est solide avec énormément de choses qui sont déjà développées. Donc ça va venir, oui, en plusieurs étapes. Donc c'est plus du RuneCube là par exemple. Là, ce qui était montré là, non, c'est plus du RuneCube. En fait, c'est vraiment, d'ailleurs, on n'aura plus du tout de PHP ou de FPM pour gérer ça. Et c'est entièrement du code qui a été fait par Bluemind. Oui. Et du coup, toute la logique métier du webmail maintenant se trouve déportée côté navigateur. Encore des questions peut-être? Non? Eh ben, merci beaucoup Mehdi. Merci à vous. Et on poursuit sur la roadmap. Le dernier point, d'ailleurs, oui, effectivement, le dernier point de la roadmap avec Thomas. Donc c'est la dernière fois que vous me revoyez aujourd'hui. Dans les questions qu'a eu Mehdi, ça va me faire une bonne transition, puisque le premier point en fait qu'on va afficher au niveau de la roadmap, c'est sur la signature et le chiffrement des emails. Donc déjà un premier point, les certificats sont déjà présents dans l'annuaire Bluemind au niveau de la 4. Si vous allez voir une fiche contact d'un utilisateur dans l'administration Bluemind, vous pouvez déjà renseigner son certificat, donc sa clé publique, au niveau de Bluemind. Pourquoi on a déjà ajouté ça, cette partie-là? C'est pour que le SMIME, donc tout ce qui est signature, chiffrement des emails, soit fonctionnel depuis Outlook. Donc depuis Outlook avec une 4, ça fonctionne déjà, les certificats sont renseignés dans l'annuaire Bluemind et toute cette partie-là, signature, chiffrement, les petites icônes dans Outlook pour vous dire que la signature sur un mail est valide, tout ça, on est bon. Ce qui va arriver en cours, c'est le chiffrement côté navigateur, puisque ce que vous a présenté Mehdi, c'est entièrement en JavaScript, c'est-à-dire tout s'exécute dans le navigateur. Les parties serveurs sont communes avec le travail qu'on a fait sur les mails côté Outlook. Donc toute la partie chiffrement, on va traiter ça côté navigateur, donc sans clé privée stockée sur le serveur, donc avec une vraie approche sécurisée. On peut se permettre de faire ça maintenant parce que les navigateurs savent gérer cette partie chiffrement côté navigateur et nous fournissent les API nécessaires pour par exemple accéder à un token de sécurité ou quelque chose comme ça. Désormais, c'est possible de faire ça directement dans le navigateur, donc ça va arriver dans le nouveau webmail. Autre fonctionnalité, la corbeille à double fond. Ce qu'on veut faire, c'est permettre à l'utilisateur de pouvoir récupérer ses données plus simplement. Dans Bluemind, on a déjà des mécanismes de sauvegarde intégrés, on livre des mécanismes de restauration accessibles directement depuis la console d'administration. Maintenant, c'est laborieux, ça fait toujours intervenir un administrateur. Donc on aimerait bien que les utilisateurs soient un peu plus autonomes dans la récupération de leurs données, que ce soit plus simple, leur fournir un workflow de travail un peu plus simple sur quand on supprime un mail par erreur, pas être obligé de faire restaurer une boîte aux lettres entière. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà partiellement fait et mis en place dans le cadre de l'intégration Outlook. C'est-à-dire qu'au niveau des stockages de messagerie qu'on utilise, les doubles fonds sont déjà activés. Quand vous effacez un mail, une fois que vous videz la corbeille, on a encore une rétention qui s'applique et les mails sont conservés. Ça fonctionne aussi sur les arborescences. Si vous effacez une arborescence d'email, elle est encore conservée au niveau des serveurs de messagerie. Au niveau de nos API d'accès aux différentes données, on peut déjà demander de voir la vision des données supprimées. Ce qui va être ajouté au cours de la vie de la 4, c'est l'intégration de tout ça côté webmail et côté Outlook. C'est-à-dire on en a le support de tout ça côté serveur. Aujourd'hui, dans la partie Outlook, si on clique sur les liens, récupérer mes éléments supprimés, parcourir mes éléments supprimés, aujourd'hui pour l'utilisateur, on ne les lui affiche pas. On les a, les données encore, mais cette partie-là de l'intégration n'est pas totalement terminée. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de route. L'intégration d'outils de visio.
C'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. De plus en plus de gens sont équipés de mécanismes de réservation, de salles, de ponts de conférences vidéo. Et ils ont besoin d'interfacer ça avec les agendas. C'est classique quand on réserve une salle de réunion. Parfois, c'est une salle de réunion virtuelle pour se connecter à un pont de vidéoconférence. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour intégrer ce type de solution de pont visio avec notre agenda, pour pouvoir voir ça comme des ressources dans l'application, de la même façon qu'une salle physique, avoir accès à ces salles virtuelles, pouvoir les inviter au rendez-vous, que les liens pour se connecter au pont visio soient intégrés directement dans les descriptions des rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très vite. On ne vous présente pas forcément que des choses qui sont pour le très long terme. Ça arrive très très vite, puisque dans la prochaine version mineure de la 3.5 et dans la 4.1, donc quelque chose qui est plutôt de l'ordre du trimestre, on va avoir arrivé cette intégration des réservations de salles vidéo virtuelles, dans un premier temps avec un produit qui s'appelle LifeSize, mais c'est compatible, ce qu'on a fait c'est compatible avec d'autres solutions type Starleaf. Donc ça arrive en 3.5.13 et 4.1, donc ça arrive très très vite. On est en train aussi de travailler sur notre chat intégré, pas forcément pour le remplacer nous-mêmes, mais pour faciliter l'intégration avec d'autres technos de chat, que ce soit des Rocket Chat, comme vous ont présenté Worktech sur leur intégration dans WSuite, ou intégrer avec d'autres solutions de chat un peu plus modernes que ce qu'on a aujourd'hui, qui eux vont présenter tout ce qui est visio, partage d'écran et choses comme ça. Donc on va élargir le scope qu'on s'est adressé par des plugins pour que ce soit plus simple d'intégrer des solutions de chat existantes et performantes. Et enfin, dernier point, le stockage objet. Donc c'est pas complètement innocent qu'on ait fait venir Nutanix et Scality aujourd'hui. C'est que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup pour le mail. Évidemment, c'est très important. Le mail, c'est une donnée non structurée. Certes, quand on la reçoit, on fait des traitements dessus, on l'indexe, on prépare des petites choses pour qu'elle soit facile à servir à Outlook. Mais une fois qu'on a fini de traiter le mail de notre côté, l'objet initial que vous avez reçu, le fichier qui a transité, celui-là, il ne nous intéresse pas beaucoup. On en a besoin, par contre, en termes d'archivage légal, on a besoin de ne pas le perdre, on a besoin d'être capable de le retrouver, mais on n'a pas besoin de le garder au niveau de l'infrastructure, au plus près sur les stockages qui coûtent cher. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va se mettre à commencer à déporter le stockage des emails, la partie volumineuse des emails, sur du stockage objet. Ça va permettre un dimensionnement plus simple. On vous a déjà beaucoup fait l'article sur les stockages objets et leurs avantages avec les présentations qui sont passées avant. Donc ça va nous permettre de plus avoir ce stockage à l'intérieur des que ce soit des machines virtuelles Bluemind ou sur les machines. Donc ça donne une meilleure résilience aussi au produit, puisque quand on perd une partie de l'applicatif, les données de mail ne seront plus dedans, elles sont déportées dans le stockage objet. Voilà, donc l'ouverture est prévue vers Ceph, Swift, Scality et Nutanix. Donc deux composants qui sont compatibles S3. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci Thomas. Et merci à tous du coup d'être venus, d'avoir assisté à ce premier summit. On ne va pas refaire de discours, je pense que vous en avez eu beaucoup aujourd'hui. Il reste un petit peu à boire et à grignoter à l'étage avant de partir. Donc on voulait vraiment remercier nos partenaires qui ont joué le jeu et qui viennent compléter notre solution et notre offre, que ce soit au niveau fonctionnel, au niveau technique, au niveau méthodologie, au niveau support. Donc vraiment merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tout le monde de votre participation. Je pense qu'on va repartir pour un prochain summit l'année prochaine, si on a assez de contenu, mais je n'en doute pas parce qu'on a beaucoup de choses encore en préparation. Si vous avez des questions, puisqu'on n'a pas jamais le temps de discuter avec tout le monde ou on a toujours d'autres questions qui arrivent, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez encore discuter avec les différentes personnes de l'équipe et également avec nos partenaires. On va clôturer ici. Vraiment, merci beaucoup et puis à très bientôt à tout le monde. Alors, et merci à Leslie, notre animatrice préférée, qui a égayé cette belle journée.